aussi à ce qui peut réunir ces deux femmes, de se demander ce qu'elles ont en partage et peut-être même ce qu'elles ont partagé. Georges Hauptmann. Merci beaucoup. Adélaïde Auval, dite Heidi pour ses proches et ses amis, a été la deuxième Française nommée juste parmi les nations, ça a été rappelé, un an après Alice Ferrière. Patrick Cabalet n'a pas signalé qu'il a publié il y a quelques années l'histoire d'Alice Ferrière et sa correspondance. Heidi est née le 1er janvier 1906 au Hauwald, un petit village au haut d'une vallée vosgienne de l'Alsace qui à ce moment-là était annexée au Reich. Elle était la 7e enfant du pasteur réformé Philippe Haas et de son épouse Sophie Lydie Kunz. Le pasteur était très francophile et a demandé de changer son nom de Haas en Auval après la Première Guerre mondiale. Et ceci a été officialisé par la suite. Il a transmis également à ses filles, à ses fils, ses sentiments d'empathie pour le peuple de l'écriture. Ce qui explique qu'Heidi a déclaré en 1972 à un journaliste anglais « Cette révérence envers les Juifs ne m'a jamais quitté. Je ne pourrai jamais oublier qu'à travers l'histoire, ils ont bien plus souffert que tous les autres peuples. » Heidi a étudié la médecine à Strasbourg, est devenue spécialiste en psychiatrie. Et fin septembre 1939, elle décide de quitter l'Alsace pour s'occuper des malades mentaux qui ont été transférés dans le sud-ouest, à Vauclair, près de Montpont-Ménestérol, en Dordogne, puis à Lannemezan, dans les Hautes-Pyrénées. Heidi n'était pas juive, ni résistante, ni communiste, ni témoin de Jéhovah. Elle a été arrêtée en gare de Vierzon, fin mai 1942, pour avoir franchi, sans laisser passer, la ligne de démarcation entre la zone nord et la zone sud. Elle a été interrogée dans un bureau de la douane lorsque sont arrivés 2 soldats allemands qui, d'après ce qu'elle a écrit, ont maltraité la France en paroles. Elle a donc répliqué, ce qui lui a valu 6 semaines de prison. Elle écrit à ce sujet « J'ai été conduite à la prison de Bourges où je me trouvais avec d'autres détenus, en particulier une jeune juive. C'est à ce moment, curieux des rafles des Israélites, dont beaucoup étaient amenés à la prison, rafles qui nous bouleversaient. Une juive a été placée dans notre cellule et je découvris qu'elle portait une étoile cousue sur sa veste. Pour attirer l'attention de la Gestapo, je m'en suis confectionné une en papier, a-t-elle écrit dans ses mémoires. En fait, elle a découvert une chose qui était très récente, c'est l'obligation de porter l'étoile juive qui était tout à fait récente. Alors, un jour, la Gestapo vient chercher la jeune juive qui se trouvait avec moi. Nous pouvons rester passives. J'ai manifesté mon indignation. La Gestapo me dit, du moment que vous les défendez, vous partagerez leur sort. Quelques jours après, ils m'apportèrent l'étoile juive avec une bande de toile blanche sur laquelle on trouvait l'inscription « Amis des Juifs ». Le lendemain, je fus emmené au camp juif de Pithiviers. En principe, elle devait être libérée début juillet, mais elle a été maintenue en prison en raison de son attitude et de ses déclarations. Et le 11 juillet, le lieutenant SS Eric Assé écrit au préfet du Cher « La détenue Marthe Auval, qui porte l'insigne juif comme marque de sympathie, doit être transférée le même jour, c'était le 14 juillet, dans le même camp, c'est-à-dire Pithiviers. » Donc Heidi est enfermée là-bas le 15 juillet, peu avant l'arrivée de plus de 4000 personnes juives arrêtées dans la rafle du Veldiv. Et elle va s'occuper de l'infirmerie du camp, dans un premier temps détecter quelles sont les personnes atteintes de maladies infectieuses pour les isoler des autres et pour s'en occuper. Et elle va soigner en particulier les enfants. Annette Monod a écrit en 1992 « Quand il y a eu une épidémie de diphtérie, elle s'est très bien occupée des enfants. » Elle va aussi assister, sans pouvoir intervenir, au départ des convois, en particulier le convoi numéro 14, dit des mères,
Elle a écrit « On sépare les parents des enfants. Seuls les enfants au-dessus de 15 ans peuvent accompagner leur famille. Scène abominable », a-t-elle écrit. En fait, il y avait 1034 femmes qui ont été déportées et 4 d'entre elles sont seulement revenues. Fin septembre, elle est transférée dans le camp de Bonne-la-Rolande où elle va être atteinte de la diphtérie elle-même puisqu'elle avait soigné les enfants atteints de cette maladie. Plusieurs personnes ont fait des demandes pour qu'elle soit libérée. Mais, et même sa sœur Dorothée, dite Dorette, a écrit au maréchal Pétain le 9 septembre. « Je vous demande, monsieur le maréchal, si la France ne pourrait pas faire quelque chose par votre intervention afin qu'elle nous soit rendue. Mais ma sœur ne rétractera sans doute rien de ce qui lui a causé ce préjudice temporel. » Elle savait très bien que Haïti était intransigeante et qu'elle ne changerait pas d'avis. Annette Monod a écrit dans une lettre adressée à Dorette, donc la sœur d'Adélaïde, après le départ de celle-ci du camp de Bonne-la-Rolande. « J'ai bien connu et beaucoup apprécié votre sœur, et comme tous les autres, je suis attristé par son départ. Laissez-moi vous dire en terminant, comme le passage de votre sœur a été bienfaisant, elle n'a pas perdu son temps, elle ne se sentait pas internée, mais en mission, et aidait tout le monde de son cran magnifique. » Et elle a souligné en mission. C'est effectivement pour Adélaïde Auval quelque chose d'impératif de rester dans le camp et de soigner les personnes qui étaient enfermées. Après quelques jours de prison à Orléans, elle est internée le 15 novembre au fort de Romainville, où elle rejoint les femmes détenues résistantes communistes, pour la plupart, qui sont bien connues. Et elle sera déportée à Auschwitz dans le fameux convoi du 24 janvier 1943, dit le convoi des 31 000, avec 229 autres personnes prisonnières, dont Daniel Casanova, Marie-Claude Vaillant-Couturier, Charlotte Delbo et d'autres personnalités qui sont bien connues. À Auschwitz, elle est d'abord chargée de soigner des prisonnières allemandes criminelles ou prostituées dans le camp de Birkenau. Mais elle sera ensuite enfermée pendant plusieurs semaines dans le sinistre bloc 10 du camp d'Auschwitz de base, c'est-à-dire le Stammlager, dans lequel les médecins nazis, Karl Klauber, Horst Schumann et Eduard Wirtz, s'adonnaient à des expériences dites médicales, en particulier de stérilisation sur 400-500 jeunes filles et femmes juives. Elle s'y oppose catégoriquement. Un médecin déporté, collaborateur des médecins nazis, veut la forcer à réaliser des narcoses sur des jeunes filles juives grecques avant de subir une ovariectomie. Elle refuse et est dénoncée à Wirtz. Eduard Wirtz était le médecin-chef du camp d'Auschwitz. Il la convoque et lui demande, en présence de plusieurs SS armés, « Est-ce vrai que vous avez refusé d'aider aux opérations, de refuser de faire des narcoses ?» Elle répond « Oui. Pourquoi ? Parce que c'est contraire à mes convictions. » Ne voyez-vous donc pas que ces gens, c'est-à-dire les Juifs, sont différents de vous? Je ne puis m'empêcher de lui répondre que bien des gens sont différents de moi, par exemple vous-même. Et cette réplique à Wirtz a été qualifiée par la suite de foudroyante lors d'un procès à Londres en 1964. Et en fait, Wirtz était abasourdi, n'a pas réagi. Et Adélaïde a commenté ainsi sa réplique dans un entretien accordé à Jean Rosenthal, qui fut compagnon de la Libération, président du CRIF. Et cet entretien a été publié dans l'Express en 1964. Elle lui a dit « Vous savez, je suis spécialisé en psychiatrie et souvent le comportement des Allemands m'a rappelé les attitudes psychologiques de certains arriérés. Au fond, ce sont des faibles qui cherchent toujours à dissimuler leurs faiblesses sous des rêves de compensation. Et si on leur tient tête, ils sont en réaction, ils sont décontenancés. » Elle réussit finalement à s'échapper du bloc 10 et à se cacher à Birkenau pendant quelque temps, mais Joseph Mengele, l'ange de la mort, la repère. Elle écrit « Quelque temps après mon retour du bloc 10 du camp des hommes, il me convoque pour me dire qu'il faut participer à ces atroces travaux sur les jumeaux. À ma question, cet ordre est-il définitif ?
Il répond « Mes ordres sont toujours définitifs ». Mais son entourage m'a fait savoir dans la suite qu'il aurait dit « Je ne peux pas la forcer à ce qu'elle ne veut pas faire ». Ben, il a bien compris qu'il n'arriverait pas à l'engager pour ses expériences. Le 16 août 1943, il est informé d'un projet de transfert au bloc 10 où sont prévues des exécutions. Les exécutions se pratiquaient dans l'intervalle entre le bloc 10 et le bloc 11. Une jeune détenue communiste appelée Orly, qui était responsable du bloc dans lequel Adélaïde se trouvait, lui dit « Il faut que tu cèdes en ce qui concerne les expériences ». Je lui ai répondu que ce n'était pas possible. « Alors ne t'occupe de rien, me dit-elle en me donnant un somnifère. Le lendemain, personne ne vint me chercher. Par la suite, j'ai repris mes fonctions à Birkenau. » Elle n'a jamais compris exactement ce qui s'est passé. Elle craignait avant tout qu'une autre personne ait été livrée à sa place pour être exécutée. Fin 1943, elle est atteinte de typhus et ne s'en remettra qu'au mois de mars suivant. Marie-Claude Vaillant-Couturier avait été atteinte également du typhus et Danielle Casanova, elle, était morte du typhus quelques semaines après son arrivée à Auschwitz. Début août 1944, elle est achemée donc au camp de Ravensbrück avec 49 survivantes du convoi initial et affectée à l'un des blocs de l'infirmerie où elle sera confrontée de nouveau à des médecins nazis, Percival Traité et surtout Adolf Wingelmann, appelé le bourreau. Elle va mettre tout en œuvre pour protéger, sauver les déportés, surtout en falsifiant les feuilles de température auxquelles les médecins nazis accordaient beaucoup d'importance. Elle a écrit « Ce sont des instruments redoutables selon ce qu'elles contiennent ». Donc elle a écrit « Un diagnostic dangereux et camouflé. Il faut doser les degrés de température, en inscrire à celles qui n'en ont pas, la supprimer à celles qui en ont. Les résultats des analyses de laboratoire doivent être exagérés, supprimés ou inventés selon les cas. Suppression des feuilles si le séjour à l'infirmerie doit se prolonger. Refaire de nouvelles feuilles de température s'il y a lieu. Supprimer des traces révélatrices. » Donc elle réussit à berner les médecins nazis, car elle a écrit « Ces messieurs ne sont pas très forts en médecine et il est facile de leur faire prendre des vessies pour des lanternes. » Je laisse la parole. Ah d'accord, oui. Bon, elle n'avait aucune crainte des SS. Le camp est libéré le 30 avril 1945. Darity va rester sur place avec Marie-Claude Vaillant-Couturier, une doctoresse RIS, pour soigner les survivantes qui étaient trop faibles. Et elle va quitter le camp en dernier, le 26 juin, donc après le départ des SS. Donc elle a passé en tout 37 mois d'emprisonnement, de déportation, de juin 1942 à juillet 1945. Merci infiniment, Georges Hauptmann. On a un aperçu, en vous écoutant, de l'écriture aussi de ce livre, puisque Adélaïde Oval a extrêmement documenté son expérience, qui vous permet de nous faire les dialogues, ce qui est absolument fascinant. Et on est absolument sidéré par la façon dont cette femme dit non. Et c'est un des points communs, bien sûr, avec Annette Monod. Et cela pose la question jusqu'où on peut dire non dans les circonstances qui étaient les leurs. Ce sont des questions également qui ont été mises en jeu lors des procès.